Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, je vais vous parler, alors c'est du teasing hein, déjà, peut-être du meilleur film que j'ai vu cette année, c'est pas peut-être du meilleur film que j'ai vu cette année, alors il reste encore quelques jours pour 2021, mais pour le coup, pour moi, là, je suis tombé sur un pur petit chef-d'œuvre, qui exerce sur moi d'ores et déjà finalement un sacré putain de pouvoir de fascination, une œuvre que j'attendais énormément alors que j'ai malheureusement pas pu découvrir en salle, il est plus en salle depuis quelques semaines déjà donc c'est un petit peu tardif comme découverte, mais finalement je m'en fous parce que ce que j'ai découvert m'a complètement retourné et je pense fondamentalement que ça va être, c'est pas le dernier visionnage que je vais faire, je pense que c'est le premier d'une sacrée longue série, vu encore une fois ce que je disais, que la fascination que le film exerce d'emblée sur moi. Donc il sera question d'un film incroyable, à la mise en scène vertigineuse, un putain de film de genre, monumental, mais aussi un très grand film de cinéma. Je vous parlerai donc de Last Night in Soho, dernier projet de Edgar Wright, dont je suis un adepte évidemment convaincu déjà depuis moult temps, et qui a exercé encore vraiment, c'est vraiment été un truc qui pour moi a été un peu charnière si je puis dire cette année, parce que ça m'a vraiment complètement retourné en termes de mise en scène, il y a tellement de choses à dire, c'est philosophiquement extrêmement poussé, creusé, alors comme toujours c'est chez Edgar Wright, mais là je trouve qu'il a atteint quelque chose, alors qui fondamentalement c'était déjà génial avant, hein, pour moi il y a pas de doute là-dessus, mais il y a quelque chose qui a été franchi avec ce film-là, qui l'a fait passer dans autre chose encore. Il y a eu plusieurs pour moi marches dans sa carrière, plusieurs jalons importants, et celui-là en est un nouveau. Et pour moi ça a été, ce jalon était pour moi vraiment un bon coup de boule en pleine tête. Mais je vais vous en parler maintenant plus en détail. Donc ici on suit le personnage d'Ellie qui est interprété par Thomasin McKenzie, qu'on avait déjà vu et qui était pour moi déjà une révélation dans le Jojo Rabbit de Taika Waititi, que je trouvais incroyable dans le film. Pour moi c'était vraiment ce qui portait fondamentalement le film, parce que je suis pas excessivement fan du film de Taika Waititi, mais c'est un film que j'aime bien, et surtout à l'aune de cette actrice adolescente pour le coup quand elle joue dans un film qui je trouve complètement incroyable. Donc qui est une jeune anglaise qui habite à la campagne, donc on peut faire fondamentalement des liens avec la jeunesse d'Edgar Wright qui lui habitait à la campagne aussi. D'ailleurs Hot Fuzz il a tourné dans le lieu où il a grandi, en pleine campagne, en essayant de ramener justement ce cinéma d'action qui est plutôt citadin d'habitude dans le cadre de ses campagnes. Et donc elle va partir faire ses études à Londres. Alors elle vit avec sa grand-mère, sa mère est décédée, on l'apprend assez vite, hein, elle s'est suicidée, et donc elle va partir en ville, alors avec tous ces fantasmes, avec toute cette innocence, cette naïveté de voir ce Londres ébouriffant, vertigineux, qui ramène à plein de choses sur l'art globalement, en fait, sur le prestige que ça peut apporter, comme la ville est prestigieuse, elle attire pour cela aussi, et puis le prestige qu'on peut gagner et y être. Donc elle rentre dans une école de mode puisqu'elle veut être créatrice de mode, et pour le coup dans un premier temps elle l'emménage avec un certain nombre d'étudiantes, ça se passe pas bien. Justement elle va se heurter assez vite à la réalité des choses, en fait, à ce Londres qui est de fait ébouriffant, vertigineux, exceptionnel, extraordinaire, mais qui est propre à ça pose vraiment une réalité aussi concrète, que les choses ne sont pas si simples si on prend ça très simplement. Elle va se heurter au fait qu'elle est une très jeune femme qui se retrouve dans une ville seule, face à des hommes qui sont traités vraiment de manière très très prédatrice. Donc elle va découvrir finalement, elle va rencontrer une vieille dame, donc qui est interprétée par Diana Rigg, qui va là pour le coup, qui va la loger en fait dans la chambre qui se situe au sommet de l'appartement qu'elle possède. Et dès lors qu'elle va emménager, elle va se laisser aller à quelques rêveries qui dans un premier temps elles sont posées comme des rêveries, mais qui vont bien sûr s'avérer au fur et à mesure bien plus que cela. Rêve dans lequel elle va retourner dans la période qui la fascine, pour laquelle elle a une nostalgie sans borne, qui sont les années 60. Et on va faire la connaissance à travers ces rêveries, ces fantasmes qui finalement on le découvrira n'en sont pas vraiment. Un personnage interprété donc par Anya Taylor-Joy, que vous connaissez notamment, alors pour avoir joué aussi d'ailleurs un personnage de Thomasin McKenzie, qui s'appelait Thomasin dans le film de Robert Eggers, The Witch, donc actrice incroyable, et je pense actuellement est vraiment un personnage important, enfin une actrice importante dans le cadre du cinéma de genre, du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, parce qu'elle l'a irrigué énormément ces dernières années. Actrice incroyable, au visage très très singulier, et c'est pour ça qu'il est assez magnifique. Et pour le coup, on va suivre ce personnage-là, qui est aussi un personnage qui arrive à Londres, et qui elle souhaite percer dans la chanson, et qui va se retrouver dans un premier temps embarqué par un homme qui lui promet moult rêves de gloire. Et bien sûr, progressivement, le réel va venir s'entrechoquer à ça, et les conséquences seront bien plus sordides. Et on va découvrir ça à travers les rêveries d'Ellie, mais qui finalement, on verra justement, c'est pas si simple que ça en tout cas.
et c'est bien plus complexe, bien plus pour le coup fantastique, puisque le film va verser progressivement dans le fantastique. Voilà un petit peu pour résumer de manière simple, sans trop rentrer dans les détails, pour éviter bien sûr de spoiler, parce que pour le coup le film a une écriture que je trouve vraiment intéressante, il joue effectivement sur les codes du genre, de divers genres pour le coup, mais s'amuse progressivement à les subvertir, à les contourner, à les transcender. Donc d'emblée, on est dans une sorte de mélange des genres, et ça c'est d'emblée vachement intéressant. Évidemment, il y a quelque chose du giallo, parce que si on pose l'idée du destin et de ce premier arc narratif qu'on pose au personnage d'Ellie, finalement on se retrouve avec le personnage de Suzy, finalement dans Suspiria, de Dario Argento, qui arrive dans cette école artistique, et qui va se retrouver confronté à quelque chose finalement de mythologique. Sa naïveté va s'entrechoquer finalement, son innocence va être détruite, pervertie, c'est exactement ce qui arrive au personnage d'Ellie au fur et à mesure de l'histoire. Il y a évidemment tout ce travail sur les miroirs, etc., qui est propre, qu'on trouve chez Argento, qui ramène aussi au mythe, il y a la narration de base, fondatrice, matricielle, qui est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Donc vous retrouvez tout ça en fait qui est très posé. Ça c'est sur le fond, mais aussi sur la forme également, puisqu'il y a un travail d'emblée sur les couleurs, alors qui ramène à Argento, à Bava aussi, donc il y a quelque chose du néo-giallo ici très clairement, où on va travailler sur notamment là pour le coup le rouge et le bleu, qui vont être deux couleurs importantes, qui vont symboliser les deux époques différentes. Donc les années 60 vont être plutôt dans des couleurs chaudes, et des couleurs froides pour le Londres contemporain, alors qui va poser deux choses. Évidemment le rouge ramène à la question de danger, la passion, la sexualité, tout ce qui va ramener à ça en fait, quelque chose de chaleureux au sens neutre du terme, mais le côté un peu froid de ce Londres angoissant, contemporain, qui est pour elle justement très oppressant, dans lequel elle ne se sent pas à l'aise, elle ne trouve pas sa place, puis tu as des questionnements sur la place qu'on va occuper, et la place notamment des femmes aussi, puisque c'est un film qui est le plus féminin jusqu'alors de Edgar Wright, le plus féminin dirais-je, le plus féministe aussi, même si pour moi il y a déjà toujours eu ça un petit peu chez Edgar Wright en tout cas, mais là c'est vraiment mis d'emblée, posé d'emblée, avec ces rôles féminins très très forts qui prennent finalement tout le cadre. Alors on a quelques rôles masculins, notamment on a le personnage qui est un personnage un peu mystérieux, interprété par Terence Stamp, que je trouve génial dedans, qui ramène, moi je trouve, dans le travail qu'il y a sur son regard, et sur la manière dont son regard est cadré, ou est dans le cadre, est posé dans le cadre, au théorème de Pasolini, où on mettait vraiment très en avant son regard bleuté, son regard d'ange fondamentalement, pour cacher tout cet ange qui avait tout un mystère en fait, qui semblait se catalyser autour, et c'est super intéressant, se cristalliser, peut-être que mieux que catalyser, qui se cristalliser autour. Donc on a donc ce côté giallo, mais qui est mixé avec effectivement une part de thriller fantastique qui prendra un petit peu plus d'ampleur au fur et à mesure du récit. Et puis évidemment quelque chose qui est déjà présent depuis très longtemps, je dirais même depuis les premiers films d'Edgar Wright, en tout cas ces premiers films sortis en salle qui ont une grande distribution, qui est Shaun of the Dead finalement, à trilogie Cornetto, et puis on trouvera ça de manière encore plus exacerbée effectivement dans Baby Driver. C'est ce côté comédie musicale aussi, parce qu'il y a ça, il y avait cette idée de film de casse musical dans le film précédent, donc Baby Driver, mais il y avait déjà pas mal de séquences dans les films qui précédaient. Je rappelle dans Shaun of the Dead cette séquence avec le Don't Stop Me Now de Queen dans le bar pour le coup, où il frappait aux zombies au rythme de ce qui passait sur le jukebox, donc le morceau de Queen. Vous aviez ça un petit peu partout, tout est travaillé en lien avec la musique très souvent, c'est-à-dire que le montage se cale sur la musique chez Edgar Wright. Et je vais emprunter justement un argument, et je me permets de le faire, à Julien Dupuis, alors je vous inviterai, je mettrai le lien en description à aller voir si vous connaissez pas Capture Mag, mais je pense que vous connaissez tous Capture Mag si vous êtes abonné à la chaîne. Allez voir justement, ils ont fait un podcast absolument passionnant, un podcast fleuve de 3h30 sur Edgar Wright, et Julien Dupuis sortait cet argument que je trouvais extrêmement important et intéressant à poser sur le sens philosophique et métaphysique de la comédie musicale. Je vous rappelle finalement, d'un point de vue, toute esthétique finalement est liée à quelque chose de métaphysique, de philosophique général au sens du terme, à quelque chose de métaphysique, pour rentrer un peu dans quelque chose de précis. On l'a vu déjà avec le gore, sur chaîne, quand on a parlé du gore comme étant l'extériorisation d'une intériorité, c'est-à-dire confronter l'esprit, finalement cette partie, si je prends chez Descartes, substance pensante distincte du corps, qui est cet esprit, qui est cette conscience de soi, le confronter à la substance étendue, finalement, à ce qui est son altérité radicale. Donc ça amène vraiment cette idée d'extériorisation d'une intériorité à une confrontation purement métaphysique, de soi à soi, mais de soi comme, encore une fois, substance pensante, à soi comme substance étendue, pour revenir à Spinoza, avec ce corps, cette chair, qui obéit des règles sur lesquelles je n'ai aucune prise. De la même manière ici, pour le coup, la comédie musicale, et là je vais citer d'emblée un Julien Dupuis, alors j'espère ne pas trahir ses propos, mais il pose cette idée que je trouve fascinante sur l'idée de la comédie musicale. La comédie musicale, et comme le film d'action d'ailleurs, il le précise, et c'est intéressant puisque justement Edgar Wright s'est illustré dans ces deux genres-là, qui sont la comédie musicale et le film d'action,
à tel point que Baby Driver est un film d'action et une comédie musicale en même temps, et l'action est mêlée à la comédie musicale. La comédie musicale c'est quoi, et le film d'action finalement à fortiori c'est quoi, si ce n'est l'harmonisation d'un chaos en fait, c'est-à-dire une recherche de sens, une quête de sens, et finalement une découverte du sens par le biais de l'harmonie, c'est-à-dire qu'on pose le monde comme étant chaotique, et le fait de le faire coller à une musique qui est de fait harmonieuse va créer donc de l'harmonie dans ce chaos et du sens fondamentalement, on va en tirer du sens. Et fondamentalement quand vous regardez tous les films d'Edgar Wright, c'est toujours ça, c'est toujours une quête de sens. Alors vous allez me dire c'est propre à toutes les narrations, à une bonne partie des narrations, évidemment, mais là je trouve que d'emblée la comédie musicale va donner ce truc là, c'est-à-dire que le personnage de Thomasin McKenzie, donc pour le coup le personnage d'Ellie, ainsi que le personnage derrière donc qui est interprété par Anna Taylor-Joy, qui est le personnage, alors s'appelle Sandy pour le coup, en tout cas qui est son nom de scène, sont en quête de sens. Et c'est justement la musique, dans le cadre du personnage de Sandy, qui va créer une forme d'harmonie, qui va être confrontée à une disharmonie, au chaos, hein, fondamentalement, du monde qui l'entoure. Il va y avoir justement ces deux mondes, le monde musical et artistique, et ce monde réel, concret, ce Londres des années 60, qui est fantasmé par le personnage de Ellie, qui va venir encore une fois rentrer en choc, puisqu'elle a les mêmes rêves que le personnage d'Ellie. Il y a vraiment un travail de miroir pour le coup, de double, hein. Je reviens sur la question de l'inquiétante étrangeté chez Freud, etc., la confrontation du double, et ce qui fait justement l'angoisse et l'inquiétante étrangeté, c'est que ce double est différent de moi tout en étant très proche, et ça s'est figuré dans les images de manière claire, puisque quand on est dans les rêveries, on pense dans un premier temps être les rêveries du personnage d'Ellie, on suit donc le personnage de Sandy, et à travers les miroirs, on suit donc le personnage de Sandy qui devient ma focalisation principale, je suis à travers son point de vue, mais on va voir dans les miroirs, quand elle se reflète dans les miroirs, le personnage de Ellie qui pour le coup la suit en fait et est elle, pour le coup, elle tout en étant différent. Donc ça ramène vraiment à cette question de l'inquiétante étrangeté freudienne, de cette thématique du double qui est extrêmement présente dans le film. Et ces deux époques en fait réagissent de manière finalement réflexive, réflexive aux deux sens, hein, réflexive au sens de reflet de miroir et réflexif au sens de réflexion d'une époque sur l'autre, on va dire le traitement d'une époque permet de réfléchir sur l'autre et vice versa. Mais il y a une inquiétante étrangeté qui se dégage justement de ces deux époques différentes. Et ça c'est renforcé au passage par le travail des couleurs effectivement, et là qui ramène de fait à Argento, mais à Bava également. Et puis moi ça me fait aussi penser, oserais-je dire, oui certainement à Tsukamoto aussi sur dans Tetsuo 2 de Buddy Hammer, où il y a ce travail justement de la ville et justement de cette colorimétrie avec des couleurs très froides pour la partie, si vous voulez, si je puis dire la partie contemporaine, où finalement ce Londres paraît assez ennuyeux, assez froid, assez angoissant, assez anxiogène, qui est renforcé par ses couleurs froides. En même temps, c'est le lieu où Thomasin McKenzie, avec ses couleurs froides aussi, qui posent de la neutralité aussi, c'est là où elle semble dans un premier temps à l'abri aussi, elle semble en sécurité, finalement jusqu'à ce que ces deux mondes se mélangent, et ça c'est renforcé par ce qu'elle a au-dessus de juste à côté de sa chambre. Il y a un néon qui éclaire dehors en fait, et qui fait passer du bleu au rouge, etc., et qui permet au bout d'un moment de faire basculer en fait le monde, et que l'une des deux époques va venir grignoter l'autre et vice versa aussi, il y a un mélange, ces époques s'intriquent l'une dans l'autre. Et pour le coup aussi vous avez ce truc là, je parlais de Tsukamoto, et je me rappelle que dans Tetsuo 2 justement il y a ce côté là qui est très intéressant, que vous trouvez aussi dans le Crash de Cronenberg, si tant est que je sais pas si Cronenberg a vu Tetsuo 2 en tout cas, mais il y a ce truc là aussi dans Crash, où ce monde justement qui est rouge, qui ramène à la passion, à la violence, à la mort, etc. aussi, ramène à quelque chose finalement qui est plus confortable, qui est plus chaleureux aussi, et ça ramène à ce fantasme, cette nostalgie qu'a le personnage de Thomasin McKenzie pour cette époque des années 60, où finalement tout a l'air beaucoup plus chaleureux que ce monde contemporain. Donc on va jouer sur les paradoxes de ces deux époques doubles finalement, là où le bleu a quelque chose, le bleuté, ou en tout cas où les couleurs froides ont quelque chose finalement de neutre, donc ne symbolise pas d'emblée si vous voulez, le danger, là où c'est ce qui se passe plutôt dans les années 60, et où il y a quelque chose finalement de l'appréhension par le biais de ces couleurs qui apparaissent plus chaudes, mais en même temps, d'emblée, cette période paraît de fait plus chaleureuse, plus agréable, et finalement on a envie, d'ailleurs cette époque-là, comme le personnage de Thomasin McKenzie, envie chaque soir de se coucher parce que sa journée a été compliquée, froide, dure, en témoignent les interactions qu'elle a avec ses collègues dans le cadre étudiante, où il y a des relations encore une fois très froides, peu franches, etc. Elle a envie de se réfugier dans ce monde finalement qui paraît d'emblée plus chaleureux, comme dans Tetsuo 2 finalement, où on avait plus envie, on avait Tokyo qui était représenté comme une ville très très froide, et on avait envie d'aller dans le sous-sol où se cachent les monstres. Et pour en venir à la forme justement et continuer là-dessus, la forme est folle en fait, vous avez un travail sur le plan séquence qui est dingue, vous l'avez d'emblée dans la séquence d'ouverture. Évidemment, il y a ce qui est intéressant en fait, moi ce qui me fascine dans le film, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tour de magie en fait dans celui-là, qui ramène finalement à la magie originelle si je puis dire, qui est à la base du cinéma.
bon, je vous ramène pas sur tout ce qu'on a déjà pu, ce dont on a déjà pu parler sur cette séquence, sur cette chaîne-là, mais il y a énormément de choses qui sont de l'ordre du trucage, c'est-à-dire que effectivement, on est sur il y a du CGI, évidemment, il y a des effets numériques, mais d'après ce que j'ai pu en lire à droite à gauche, il y a beaucoup d'effets pratiques, et c'est ça qui est génial, notamment sur le travail des miroirs, des reflets, etc. Et c'est assez dingue parce qu'il y a plein de séquences où tu regardes ça et dès que tu prends un petit peu de recul, tu te dis putain mais comment c'est possible que ça fonctionne comme ça en fait? Comment ça fonctionne? Comment ça a été travaillé? Bon, vous avez tout travaillé sur le plan séquence, il y a une séquence de danse qui est folle parce que bon, je reviens sur cette idée de comédie musicale, mais il y a énormément de séquences de danse ou de séquences de chant. Et vous avez cette séquence de danse où le personnage d'Anya Taylor-Joy danse avec cet individu qu'elle va rencontrer un peu mystérieux dans cette première salle de spectacle, et elle danse avec lui, et vous avez donc ce plan séquence dans lequel dès qu'elle sort du champ et qu'elle re-rentre dedans, c'est d'abord Anya Taylor-Joy, elle danse, elle sort du champ, et quand elle re-rentre dans le champ, c'est Thomasin McKenzie qui ressort du champ, et quand elle re-rentre, c'est de nouveau Anya Taylor-Joy. Et je trouve que c'est vraiment fou visuellement, sachant que son bras, bien sûr, ne quitte jamais la main du personnage masculin. Et c'est complètement fou, parce que il y a quelque chose de l'ordre de... Effectivement, il y a quelque chose des CGI, etc. Mais il y a aussi, ce qui est très important pour moi, il y a ce travail sur la manière dont la caméra se meut pour pouvoir créer du champ, comment elle se déplace pour faire varier le cadre. Tout ça en essayant justement de ne pas couper ou de couper le moins possible, même si il y a, je pense d'emblée, nécessairement des raccords numériques dans les plans séquences, mais je trouve que si on prend ça dans la manière de travailler le mouvement de la caméra, de travailler aussi ce travail sur les reflets, parce que ça je trouve ça absolument génial, qui est vraiment du travail pratique, et je trouve ça absolument fascinant. Il y a des séquences comme ça qui pour moi sont absolument incroyables en termes de virtuosité, de maestria. Le film te met vraiment à terre en termes de mise en scène. Si tu t'intéresses un tout petit peu à la manière de se travailler, c'est pour ça que j'attends avec grande impatience la sortie en physique, parce que pour le coup j'aimerais en découvrir les making-of, parce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de fascination qui agit sur moi, comme j'ai cette fascination, vous le savez, pour la magie et pour la manière dont on va réfléchir en amont le trucage pour pouvoir faire paraître un effet. Et ben là c'est la même chose, on a une multiplication d'effets complètement magiques dont on aimerait d'emblée savoir le secret, parce qu'il y a quelque chose de fait de magique. Alors pour ce qui en est de la narration, on est finalement sur un récit assez archétypal, mais c'est ça qui fonctionne très très bien aussi, et Edgar Wright le fait super bien. À chaque fois vous avez des récits qui sont archétypaux, qui rentrent d'emblée dans des structures de genre finalement très codées, mais Edgar Wright arrive à sublimer ça, par sa mise en scène justement, parce qu'on a déjà vu ce type d'histoire mais jamais raconté de la sorte, et ça c'est incroyable, parce que finalement, bon, je reviens pas au monomythe de Campbell ou d'autres on va dire postures qui posent l'idée que finalement il y a très très peu de récits fondateurs. Là on est sur un récit fondamentalement très classique. C'est une ghost story aussi, faut le poser comme ça aussi, d'emblée, mais justement c'est la manière dont il va raconter qui est très fort. Edgar Wright c'est toujours ça, c'est-à-dire que la manière de le raconter va transcender le récit, va transcender ses structures codées pour en faire finalement l'amener à autre chose, et va nous amener à vécu des émotions finalement que moi en tout cas j'avais rarement ressenti, parce qu'il y a des choses visuellement que moi j'avais jamais vu en fait traitées de la sorte, et ça qui est incroyable en fait. Alors c'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer vraiment dans la narration et dans les différents arcs qui sont posés, même si finalement les questionnements, les thématiques sont finalement assez classiques. C'est la question de trouver sa place dans le monde, de trouver la place dans ce chaos, qui va justement entrer directement en résonance avec la question justement de l'harmonie et de la comédie musicale, qui va venir donner de l'eau au moulin finalement de la réflexion métaphysique qu'il y a derrière. Et on va suivre des histoires qui finalement, encore une fois, même si il y a une forme de twist, il est plus ou moins attendu, mais ça fonctionne quand même à mort en fait, parce qu'émotionnellement ça fonctionne. Encore une fois, on ne cherche pas à avoir un récit qui est fondamentalement innovant. Par contre, c'est en termes émotionnels que c'est excessivement puissant. Et puis il faut parler aussi de la musique, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais musicalement c'est génial. Il y a ce côté évidemment d'emblée nostalgique aux années 60. On connaît effectivement le côté foncièrement nostalgique d'Edgar Wright, et c'est pour ça que je trouve que le personnage de Thomasin McKenzie est indéniablement une sorte de double aussi, pour parler de la thématique du double qui est très dans le film, c'est son double aussi, dans le fait qu'elle quitte cette campagne dans laquelle elle a grandi, et qu'elle va se retrouver confrontée à cette ville aussi. Donc tout ça, vous retrouvez ça, et puis il y a cette nostalgie qu'elle a pour une époque particulière qui est très fétichiste. Le film est, en tant que tel, un film fétichiste, comme d'ailleurs au passage l'était le Giallo, comme l'était le Giallo chez Argento. Il y a quelque chose de très très fétichiste aussi, dans l'idée de contempler ces objets de culte, ou ces différents objets de culte qui ont quelque chose de très concret. Il y a quelque chose de très charnel dans le film en fait, il y a une relation très charnelle, quelque chose de très sexuel même, il y a une relation très... Oui, encore une fois, très concrète, très charnelle, très sexuelle, en fait, avec les matériaux que Edgar Wright convoque.
exactement de la même manière dont les personnages se posent. C'est-à-dire qu'il c'est un film qui a fondamentalement une dimension émotionnelle, une dimension extrêmement puissante, narrative extrêmement puissante, mais il y a tout un fond, mais qui est récurrent finalement chez Edgar Wright, méta, extrêmement puissant aussi. C'est-à-dire que cette relation qui est posée d'emblée entre Thomasin McKenzie et ce passé-là, ces années 60 qui la fascinent, qui la font rêver, qui la font fantasmer, ce personnage double de Sandy qui exerce sur elle aussi une sorte de fascination, mais fondamentalement très très charnelle aussi, vous l'avez aussi à un niveau méta avec le personnage, enfin l'individu qui est Edgar Wright vis-à-vis, en tout cas toutes les références qu'il ramène, le giallo en tête, et finalement, quel est le genre le plus fétichiste, si ce n'est le giallo. Il y a évidemment quelque chose de très Hitchcockien aussi, c'est-à-dire que d'emblée en fait, quand on parle de giallo, on parle d'Hitchcock aussi, évidemment. Donc si vous voulez, il y a plein, c'est un film ultra référentiel, vous savez où vous êtes, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'y sent bien. Et à partir de là, l'idée c'est que la mise en scène, et ce qui est le propre du cinéma de genre, va transcender tous ces éléments-là, toutes ces références, c'est-à-dire que la référence n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour pouvoir raconter une histoire, et c'est ça qui est génial, et vous faire vous retrouver dans un cadre précis, dans lequel vous êtes bien et dans lequel vous vous retrouvez. Donc voilà, alors j'ai envie de dire plein de choses dessus, c'est très compliqué, je pense que je ferai une vidéo écrite sur ce Last Night in Soho, mais je pense que je ferai ça dans quelques temps, quand je l'aurai vu lors de sa sortie physique. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai envie de vous laisser le découvrir, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Dans tous les cas, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. L'idée était encore une fois de poser quelques pistes de réflexion. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, voilà, moi je trouve le film incroyable, autant sur le fond que sur la forme, et ça qui est important aussi, c'est que émotionnellement il m'a transporté, il m'a bouleversé. Je trouve que c'est un film absolument sublime, et visuellement, formellement, le film m'a complètement mis par terre. C'est sublime, incroyable, et je pense qu'en termes d'analyse, il y a de quoi faire, il y a de quoi noircir des pages. Et encore une fois, j'ai une hâte non dissimulée à le découvrir en physique pour pouvoir découvrir un petit peu comment ça fonctionne tout ça, et découvrir un petit peu le secret derrière toute cette magie qui se pose. Parce que finalement, la magie dans le cinéma, on en voit de moins en moins quand même sur des films, notamment grand public, comme parce que celui-là l'est dans une certaine mesure. Et là, je trouve ça incroyablement bien posé. Et aussi, j'ai un petit dernier truc que je voulais poser aussi sur la question de la violence, parce qu'on parlait du giallo aussi. Je trouve que justement, il y a une manière aussi de traiter le sang et la violence qui arrive plutôt dans le troisième acte, notamment une scène de meurtre qui arrive à un moment donné assez précise, qui pour le coup, en termes de référentiel aussi, fonctionne très très bien avec le giallo, parce que je parlais effectivement du travail sur la couleur, même la structure narrative, on est très proche du giallo. Il y a dans cette relation fétichiste qu'on a aussi avec le matériau. Mais pour le coup, je trouve que aussi dans le traitement de la violence qui arrive dans un second temps, il y a quelque chose d'excessivement gialesque, si je puis dire, dans ce travail, notamment avec la question de l'arme blanche, du meurtre comme geste esthétique aussi, comme voilà. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses absolument géniales là-dedans. Donc, foncez, voir si peut-être, potentiellement, il passe encore un Last Night in Soho. Et sinon, pour le coup, précipitez-vous dès sa sortie en physique. C'est un petit chef-d'œuvre. J'espère en tout cas que ce petit détour un petit peu podcastique, si je puis dire, sur le dernier film d'Edgar Wright vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous, puis je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Salut!